Mais cela fait partie des images qui apparaissent en ce moment même là-bas à Téhéran, la capitale de l'Iran. D'après les rapports, ces dernières heures, ils ont subi des attaques terribles. Nous verrons ce qui se passe dans les derniers développements. Il y a également eu une attaque qui aurait touché une centrale nucléaire. Oui, cela a déjà été commenté, cela a déjà été confirmé par l'AIEA elle-même, cet organisme de l'ONU qui veille à la sécurité nucléaire. Aussi, une autre image qui, surprend, c'est cette attaque qui aurait été menée par Israël, où l'on voit ces tirs, ces attaques aériennes. Selon les rapports, ils auraient attaqué une série de complexes pétrochimiques, une série d'industries pétrochimiques à l'intérieur de l'Iran. Nous allons voir les détails de ce qui se passe. Pendant ce temps, voici ce que partagent les forces de défense israéliennes. Comment allez-vous ? Bonjour, j'espère que vous allez bien ce week-end. Nous allons rester attentifs. Les commentaires. Comment ça va ? Dit Ibarra à Pedro, à Fabiane, à Adriane, à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Passons à une autre image qui surprend aussi. C'est une autre des images qui attire l'attention. C'était donc celle-ci, ce que nous voyions, ceci, mais déjà depuis le sol, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le site pétrochimique qui aurait été touché d'après ce qui est rapporté. C'est là que l'on travaille, voilà l'enjeu. Imaginez 70% de l'essence des Iraniens dans cette zone, qui aurait été, j'insiste, attaquée par les forces de défense israéliennes, d'après ce qu'ils rapportent eux-mêmes. Aussi, une partie des attaques qui ont eu lieu, c'est que, à Tabriz, cela aurait été tiré avec un missile balistique, selon ce qui est rapporté. Dans cette région, cette frappe aurait eu lieu. Une autre des images qui a attiré l'attention est celle-ci. Ce serait au-dessus de Téhéran, en plein jour, on voyait aussi des explosions dans cette zone. Aussi, sur d'autres sujets, ce sont des images d'archives, n'est-ce pas, de Vladimir Poutine. Mais vous avez remarqué que dernièrement, on a signalé une série de blocages d'Internet. On a bloqué, on a coupé Internet, le téléphone portable, il ne reste qu'une sorte d'intranet qui ne se connecte qu'à des services russes. Évidemment, les gens sont très mécontents. Même les propagandistes russes eux-mêmes en Russie sont extrêmement en colère à cause de cette attitude et de cette fermeture du gouvernement de Vladimir Poutine. Maintenant, on sait pourquoi. Selon de nouvelles données révélées, ces 7 dernières années représentent la période avec, disons, le minimum historique de popularité de Vladimir Poutine en Russie. D'après les rapports actuels, la popularité de Poutine a chuté au niveau le plus bas de ces 7 dernières années en Russie. C'est pourquoi les raisons du blocage de Telegram, des VPN, les problèmes de connectivité, apparemment, les Russes, tant en Essen, le sont en train de perdre patience. Il faut dire qu'ils sont patients face à ce qui leur est arrivé, face à ce qu'ils ont vécu avec cette crise prolongée, mais aussi avec cette guerre longue qui n'a pas donné le résultat qu'ils espéraient en quelques jours, disaient-ils, ou au plus tard en quelques semaines. Cela fait 4 ans qu'ils sont en guerre et mobilisent déjà plus de personnel pour le conflit. Cela fait aussi partie de ce que l'on vit en ce moment, mais la NASA montre à quoi ressemblerait ce mouvement qu'ils vont effectuer autour de la Terre. L'animation qu'ils ont publiée montre cela. Comment serait, ce mouvement ? Comment serait, disons, la façon dont on va voyager dans l'orbite de la Terre, puis vers l'orbite de la Lune et revenir ? Tout cela peut durer environ 10 jours. C'est ce qu'ils vont faire en ce moment. Cela fait partie de ce qui est en train de se faire. Nous resterons attentifs pour voir comment cela se passe. Toute cette situation ne sera évidemment pas très intéressante. Bon, passons à d'autres sujets. Passons aussi à d'autres thèmes importants. Aujourd'hui, nous allons te donner les détails de la centrale nucléaire et de toute cette situation qui est également très grave. Une autre des images des attaques qui ont eu lieu est celle-ci. Regardons. Voyons, allons-y.
Selon les rapports, pendant la nuit, de multiples attaques ont été menées principalement contre des cibles militaires et des infrastructures dans la ville d'Abadan, à l'ouest de l'Iran. D'après les rapports, cela se trouve à seulement quelques kilomètres de l'Irak, d'après ce que l'on sait. Un autre des lieux attaqués serait également. Eh bien, passons à la carte. Cette centrale nucléaire qui se trouve au sud. Dit de l'Iran, n'est-ce pas? Donc on y va. Bon, voilà. Il y a des rapports qui affirment qu'il y a déjà des personnes blessées. Ceci est la centrale nucléaire de Boucher, d'après ce qu'il montre. Voici l'image sur la carte. Nous n'allons pas voir où se trouve la centrale. C'est la centrale de Bouchner ou de Boucher. Nous allons nous rapprocher un peu plus. C'est celle-ci, non? La centrale. Celle-ci. Cette fois. Centrale nucléaire, d'après la carte, c'est celle qui aurait été attaquée aujourd'hui. Passons aux détails du rapport de l'AIEA. Quel est aussi l'avertissement lancé par Donald Trump? Il lance un autre ultimatum qui, montre aussi que les choses ne se passent pas comme prévu, parce qu'il y avait déjà un ultimatum qui expirait aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4 avril, l'ultimatum précédent expirait, mais ils l'ont encore prolongé. Je vais vous dire ce qu'a dit l'Iran à ce sujet. Mais n'espérez pas que cela finira vite. D'après les rapports, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a confirmé qu'un projectile a frappé près de la centrale nucléaire, touchant les installations elles-mêmes, mais heureusement pas le réacteur. L'attaque a fait au moins une victime, un membre du personnel de sécurité de la centrale. L'explosion a endommagé le bâtiment principal à cause de l'onde de choc et des fragments du projectile, selon les rapports. L'AIEA a assuré qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée pour le moment et que, cela a permis d'éviter une catastrophe plus grave. Il s'agirait de la 4e attaque contre la centrale nucléaire depuis le début de la guerre, le 28 février. Rappelons que le conflit actuel implique les États-Unis, Israël et l'Iran. Rien d'autre, du moins de manière directe. Aucun autre pays n'est encore impliqué, ni d'un côté ni de l'autre. J'insiste, directement ou indirectement, il y a donc beaucoup plus de participants. Le directeur de l'AIEA, Raphaël Grossi, a exprimé sa profonde préoccupation et a averti que les centrales nucléaires ne doivent jamais être des cibles militaires. Raphaël Grossi l'a déjà dit à de nombreuses reprises au sujet de ce qui se passe à Zaporijia, en Ukraine. Avec Tchernobyl aussi, qui bien que n'étant pas une centrale en fonctionnement, présente également des risques et a aussi été touchée dans cette zone. Selon les estimations, il resterait encore des dizaines de citoyens russes et environ 200 pourraient être évacués prochainement. En fait, regardez, en ce moment, il y a déjà des rapports d'une évacuation. Regardons les détails car la Russie a déjà lancé un avertissement. Il s'agit de 198 travailleurs russes pour être exact, selon ce que dit la Russie elle-même. Selon ce qu'ils ont dit depuis la Russie, le Kremlin, n'est-ce pas? En ce moment même, ils sont en train d'évacuer 198 employés de la centrale iranienne de Boucher. Peu de temps après que le projectile a frappé, la décision a été prise qu'ils devaient quitter les lieux. C'est un garde iranien qui est décédé. Les autorités de Moscou ont indiqué qu'il était mort dans les bombardements. Comme prévu, aujourd'hui a commencé la phase principale de l'évacuation, selon ce que déclare lui-même Likhatchov. Selon les agences russes, ce mouvement a déjà commencé, n'est-ce pas, cette évacuation. Passons à d'autres sujets car il y a une réaction énorme de Donald Trump. Ils ont 48 heures, dit Donald Trump. Où il va, dit-il, déchaîner l'enfer. Voilà ce qu'il a déclaré aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette métaphore. Et bon, quand tu l'utilises une fois, ça a un impact. Mais quand tu l'utilises 10 fois pour différents conflits ou pour différentes beaux choses, il l'a utilisé pour le Venezuela parfois. Il l'a utilisé pour l'Iran plusieurs fois. Il l'a plusieurs fois utilisé contre le narcotrafic. C'est-à-dire, maintenant, non, c'est comme si ce truc de déchaîner l'enfer, c'est constant, non?
Donald Trump a lancé un ultimatum direct à l'Iran, 48 heures pour parvenir à un accord où ils feront face à des conséquences massives et qu'il va déchaîner l'enfer. Le message a été publié sur Truth Social, où il a rappelé qu'il avait déjà donné un délai de 10 jours qui s'est terminé aujourd'hui. Eh bien oui, mais si les ultimatums ne sont pas respectés, évidemment. Eh bien, ils ne servent à rien, n'est-ce pas? C'est-à-dire le message, selon ce qu'il dit, ou sa principale exigence, c'est que l'Iran rouvre complètement le détroit d'Ormuz et signe un accord pour mettre fin à la guerre. Le détroit d'Ormuz est et reste, eh bien, peut-être la principale source pour que l'Iran sache que c'est le levier de pression le plus important dont disposent les Iraniens, et qu'évidemment, ils ne vont pas le céder. Nous allons entrer dans les détails tout de suite. Dans ces mouvements, les Iraniens se concentrent essentiellement là-dessus. La guerre se concentre sur le détroit d'Ormuz. Voyons directement ce contre quoi les Iraniens mettent en garde. L'Iran avertit que le détroit d'Ormuz n'est plus un passage libre pour la navigation pour absolument personne. Il dit que le détroit ne retrouvera jamais le statut qu'il avait, que ce n'est plus un passage libre pour la navigation, c'est terminé. Et pas seulement cela, mais ils assurent aussi que ce sont eux qui vont donner la permission. À toi oui, à toi non, à toi je fais payer, à toi non, etc., etc. Mais fondamentalement, cela concerne le détroit d'Ormuz, du moins selon la vision des Iraniens. D'après eux, le détroit d'Ormuz leur appartient maintenant. Ce sont eux qui vont diriger cela, selon eux. Le détroit d'Ormuz, c'est contrôler 33 km de notre zone et tu n'as pas besoin d'être là. Être là, évidemment, ce serait une cible très facile. C'est-à-dire que si à chaque fois que quelqu'un essaie de passer, ils sont attaqués par air, par mer ou par n'importe quel moyen, alors plus personne ne voudra passer par là. Comment font ceux qui passent? Eh bien, ce qu'ils font, c'est que, apparemment, à travers des crypto-monnaies, selon ce qui est rapporté, d'une manière ou d'une autre, le paiement arrive. Ils demandent plusieurs millions de dollars pour le passage d'un bateau. Cela dépend du bateau, ils facturent par baril. Si par exemple ils transportent 10 barils, juste pour donner un exemple, ils facturent, disons, 1 dollar par baril. En plus, cela transporte 100 000 barils, 200 000 c'est-à-dire, une quantité énorme. Et alors ils disent, eh bien, tant pour chaque baril. Et eux, ils vérifient tes contrôles. Et pas seulement ça, ils te mettent aussi une escorte iranienne. Et ils mettent un petit bateau, une petite vedette armée. Et eux, ils vont devant le navire, et c'est comme ça qu'ils traversent, selon les mêmes témoignages de ceux qui ont traversé cette zone. C'est terrible, mais celui qui a le contrôle en ce moment, c'est l'Iran. Au moins dans le détroit d'Ormuz, qui est justement ce qui pose le plus de problèmes, pas seulement aux États-Unis, mais au monde entier. Et cela a aussi provoqué une réaction de grande irritation et d'opposition au conflit de la part d'une bonne partie des alliés les plus proches des États-Unis, comme nous le savons déjà, n'est-ce pas? Maintenant, l'Iran a annoncé qu'il prévoit de faire payer tous les navires qui souhaitent traverser le détroit et que le paiement devrait se faire en monnaie nationale, le rial. Cela aussi a attiré l'attention. Plus de crypto, plus de dollars. Ils disent qu'il faut utiliser la monnaie, le rial, eh bien c'est quelque chose. Obtenir des rials maintenant, ça va être intéressant. En plus, avec la dévaluation qu'ils ont, j'imagine que ce sera des montagnes d'argent pour pouvoir obtenir ces millions nécessaires. Le contrôle du détroit serait entre les mains directes des forces armées iraniennes et aucun pays ne pourra passer sans la permission de l'Iran. C'est ce qu'ils disent. Aucun pays. C'est-à-dire, oublie Dubaï et les Émirats arabes unis, non? Qui sont juste ici. Ou Oman, non? Qu'ils disent, non, eh bien, moi je passe parce que, regarde, ici c'est mon territoire. Non. On dit que l'Iran dit non, que l'Iran dit que c'est à eux, que ce sont eux qui contrôlent. Cela signifie qu'en pratique, l'Iran pourrait simplement décider, eh bien, qui favoriser ou non. Ces dernières semaines, l'Iran n'a autorisé le passage qu'à certains navires. Et cela, eh bien, montre évidemment qu'ils essaient au moins d'exercer un contrôle sur la zone. Ou peut-être qu'ils l'ont déjà. Nous parlons du fait que le Pakistan a pu passer. Un navire français d'ailleurs est déjà passé.
Des navires japonais, qui auraient à payer d'après les informations, sont également déjà passés. Et- Apparemment aussi de l'Iran. Et Nous allons détailler ce rapport immédiatement, notamment concernant l'Inde. L'Inde a déjà repris ses achats à l'Iran. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Iran va vendre du pétrole et les autres ne pourront pas le faire. Mais l'Inde, un pays qui est resté plutôt discret, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas trop impliquée dans le sujet, elle a demandé du calme. Elle n'a pas envoyé de militaires là-bas pour forcer le passage ou quoi que ce soit. L'Inde, d'après les rapports, achète déjà du pétrole à l'Iran. Voyons maintenant les détails pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vraiment curieux, non? Que se passe-t-il actuellement avec ces attaques? Israël aurait attaqué, comme nous venons de le voir. Des installations à plusieurs endroits. En plus de cette usine pétrochimique, des installations de la force Quds du Hezbollah et du Djihad islamique ont été attaquées. Ces attaques auraient eu lieu aujourd'hui, enfin ces dernières heures, n'est-ce pas? Et ces derniers jours, évidemment, elles ont eu lieu à Beyrouth, au Liban. Là-bas, on aurait détecté des éléments de la force Quds. Selon les rapports, parmi les cibles touchées, il y avait le centre de commandement de la section libanaise de la force Quds, qui est une unité d'élite, pas du Hezbollah. C'est l'unité d'élite de la garde révolutionnaire iranienne. En gros, ce sont comme les forces spéciales des États-Unis, mais version iranienne, tu vois. Enfin, voilà. D'après les rapports, dans cette zone, une attaque aurait eu lieu à l'intérieur de la capitale libanaise. Le communiqué précise que l'armée israélienne a aussi attaqué 2 sièges du djihad islamique palestinien. Et un poste d'observation. Et un poste d'observation du Hezbollah qui a été bombardé par la même armée. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui, samedi, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Abihai Andrai. Il a diffusé sur ses canaux un ordre d'évacuation pour les habitants de Tyr, de Hamadiyeh, de Sakouk, Al-Mafoudi et Borg al-Hamali. Cela face à la possibilité d'attaques imminentes de la part de l'armée israélienne. Et aussi, selon les informations, la zone a été fortement attaquée. En même temps, il y a aussi des attaques contre Israël, d'après ce qui est rapporté, n'est-ce pas? Et on voyait déjà cela depuis des jours, enfin ces derniers temps, enfin tous les jours, n'est-ce pas? On a pu observer cette situation. Mais là, on peut voir dans le ciel, on ne voit pas bien sur les images qui circulent, où les systèmes de défense d'Israël, là, ils s'activent, n'est-ce pas? Face à ces attaques, ils n'arrivent pas tous à être interceptés, mais une bonne partie l'est, apparemment. Cela s'est passé à Haïfa, par exemple. Ce que nous voyons ici, c'était à Haïfa. En voici un autre, on n'a pas bien vu, explosion énorme. Bon, ça c'est aussi une autre attaque, mais cette fois avec une bombe à sous-munitions. Là, vous voyez, les sous-munitions sortent. Voilà, regardez, c'est la sous-munition qui, pose problème. Les fragments du missile à sous-munitions ont touché ce samedi des quartiers résidentiels au centre d'Israël, endommageant des maisons et incendiant des voitures. Regardez cette voiture, nous allons voir dans quel état elle est. Voici une voiture qui a été touchée par l'une de ces petites billes de sous-munitions. Oui, ça cause vraiment des problèmes. Il existe divers types de sous-munitions. Certaines, comme celle-ci, contiennent des produits chimiques qui provoquent des incendies en tombant, d'autres provoquent, je ne sais pas si c'était un incendie ou une explosion, mais elles provoquent des incendies, d'autres provoquent des explosions, et d'autres encore produisent des éclats, des explosions avec des éclats. Donc il existe différents types d'explosions, et il y a aussi d'autres versions encore plus puissantes, plus destructrices, dont on pourra parler un autre jour, mais évidemment c'est un sujet terrible, non ? Allons dans le détail de ce qui s'est aussi passé à l'intérieur d'Israël lors de cette attaque menée par l'Iran et que nous pouvons, c'est le jour où ils étaient censés parvenir à un accord, n'est-ce pas? C'était la date limite, n'est-ce pas? Mais le fait qu'ils continuent d'attaquer, le fait qu'ils annoncent que le détroit, ce sont leurs hommes qui vont le contrôler, évidemment, je veux dire, si ce n'était pas clair, ils ne veulent pas négocier. Pendant que nous poursuivons ce reportage, merci de liker, partager et de nous soutenir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Salutations à Béatrice, Carlos Martinez, Werner, Marcos et toute la communauté. Merci beaucoup. Nous allons passer aux commentaires dans un instant, mais aidez-nous en mettant un like, en partageant, c'est très important pour la chaîne. Passons donc à un autre sujet, enfin à ce sujet que nous attendions.
Quelles ont été les villes touchées en Israël lors de ces attaques par des bombes à sous-munitions? Les villes les plus touchées ont été Ramat Gan, Petah Tikva, Bnei Brak. C'est au cœur urbain d'Israël. L'attaque a causé au moins 6 blessés légers, surtout à cause des éclats de verre et explosions. Les bombes à sous-munitions sont particulièrement dangereuses, car elles dispersent de multiples petits explosifs sur de vastes zones. Israël a qualifié l'attaque de crime de guerre potentiel en raison de l'utilisation de cet armement en zone civile. Un sujet que, j'insiste, tout le monde utilise. Qu'est-ce qui a été documenté? À Gaza, il a été utilisé, l'Ukraine l'a utilisé, la Russie l'a utilisé. Ce sont des pays qui n'ont pas voulu signer, et parmi eux, les États-Unis non plus. D'ailleurs, ils n'ont pas voulu signer cette résolution. Concernant les bombes à sous-munitions, ils ont voté pour ne pas utiliser ce type d'armes et pour prendre cet engagement. Eh bien, comme une centaine de pays, la grande majorité n'utilisent donc pas ou ne sont pas d'accord pour que ce type d'armes soit utilisé, mais bon, les pays qui sont le plus en conflit sont toujours ceux qui n'ont pas signé cela, non? Pendant ce temps, les équipes de secours ont déployé des opérations massives pour rechercher des blessés, pour chercher d'éventuelles victimes et pour maîtriser les incendies que ce type de problème provoque. Israël a immédiatement réagi en attaquant des installations iraniennes, y compris une usine pétrochimique, des raffineries, des usines industrielles proches d'installations nucléaires comme nous l'avons déjà vu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ça a été la réponse, la contre-attaque, ou ce que tu veux. Le fait est que les choses se passent ainsi. Attaque et contre-attaque, attaque et contre-attaque. Hier, on commentait en Israël que plus de 70% des installations sidérurgiques en Iran avaient déjà été détruites. Il se pourrait que l'Iran se retrouve sans aucune aciérie et doive dépendre de la Chine, de la Russie ou d'un autre pays pour acheter de l'acier. En plein conflit et dans des situations où ils devront reconstruire bon nombre de leurs installations pétrolières. Eh bien oui, c'est aussi un sujet compliqué pour l'avenir, mais pas un problème immédiat pour le moment. Une autre image attire aussi l'attention, celle évoquée hier, avec aujourd'hui plus d'informations sur cette attaque. Il s'agissait d'un hélicoptère CH-47 Chinook qui a été touché, selon ce qui est confirmé maintenant, sur l'aérodrome du Koweït, d'après le dernier rapport. La façon dont cela s'est produit a un peu changé, mais ils disent de maintenant, et cela soi-disant, selon les informations qui circulent actuellement à ce sujet. Les médias disant que l'attaque a été menée avec un Shahed, c'est-à-dire avec l'un de ces drones suicides qui aurait frappé l'hélicoptère. Cela s'est produit à l'intérieur d'une base là-bas, sur un aérodrome au Koweït, selon les rapports. Eh bien, cela fait aussi partie de ce que l'on vit actuellement. Parmi d'autres choses qui se passent, regardez ça. Impressionnant, cette sorte de désintégration dans l'atmosphère. En Argentine, selon les rapports, un objet tombé du ciel pourrait être des débris spatiaux. Eh bien, nous verrons bien. Pour l'instant, il n'y a aucune information indiquant que cela ait causé des dégâts. Mais évidemment, cela a été surprenant, n'est-ce pas? C'est, spectaculaire, mais aussi tu te dis, ces morceaux, ces débris d'un satellite ou d'une météorite ou quoi que ce soit, au final, cela peut aussi causer des problèmes, cela peut causer des dégâts, et dernièrement, c'est ce genre de situation qu'on a vu, n'est-ce pas? Eh bien, voilà où en sont les choses dans cette affaire. Au fait, Marco Rubio a publié aujourd'hui une énorme nouvelle sur son compte officiel. Eh bien, c'est son compte officiel sur Twitter, n'est-ce pas? Voici le secrétaire Marco Rubio. Et bon, en gros, vous vous souvenez de Soleimani? Qassem Soleimani? Qassem, cette figure, ce personnage. Je vous salue, comment ça va, Qassem Soleimani? Soleimani. Il a ordonné d'éliminer Soleimani. Qassem Soleimani était le deuxième militaire le plus important des gardiens de la révolution iranienne à ce moment-là. On se souvient encore de lui aujourd'hui. Il était très apprécié et pressenti comme futur dirigeant iranien. C'était évidemment un personnage clé, mais il avait aussi joué un rôle essentiel dans les attaques contre les soldats américains en Irak. Alors, si nous regardons la carte et que nous allons à cette frontière entre l'Irak et l'Iran, là, ce sont les Iraniens, et ici, de ce côté, c'est l'Irak, n'est-ce pas?
Donc dans une zone de la frontière très proche de l'Iran, mais encore du côté irakien, eh bien Qassem Soleimani se trouvait là à ce moment-là et il a été frappé par un missile de précision. Está. Sa voiture détruite reste là tel un monument en Irak. Il y a quelques youtubeurs qui sont allés visiter l'endroit. Pourquoi est-ce un monument ? Parce que chaque année, on commémore là-bas le décès de cet individu. Mais on voit bien, comme sur les images diffusées à l'époque, à quel point l'attaque a été précise. Rien n'était détruit autour, mais la voiture l'était totalement. C'est là que se trouvait Qassem Soleimani. À partir de là, la relation entre les États-Unis et l'Iran s'est effondrée de façon spectaculaire et il n'y a pas eu, depuis ce moment, de reprise des négociations sur la question nucléaire. Eh bien, qu'annonce Marco Rubio ? Marco Rubio confirme que des membres de la famille de ce Soleimani vivent aux États-Unis. Et en plus dans le luxe, c'est-à-dire des membres de la famille, non ? On parle de sa fille. Imaginez, ce pays élimine ton père et toi, tu vas y vivre. Et il la laisse y vivre. D'après les rapports, Hamedi Soleimani Afjar et sa fille sont résidentes. Ce sont des nièces, non ? Pardon, pas sa fille, sa nièce. Il dit qu'elle devrait vivre là-bas. D'après les rapports, elle a été publiquement défenseur du régime iranien. Mais en même temps, elle part et vit aux États-Unis. Il dit c'est une incohérence totale à ce niveau-là, non ? Mais ils ont eu affaire à l'ICE, regardez. Cette semaine, il dit « J'ai révoqué le statut légal de sa fille, qui sont sous la garde de l'ICE en attendant leur expulsion des États-Unis. Ils vont, selon ce qu'on dit, être expulsés des États-Unis. Deux membres de la famille, donc, qui sont essentiels dans cette affaire. Et surtout, ils sont essentiels parce que, dit-il, ils font partie de la famille Soleimani, et on se demande ce qu'ils faisaient dans ce pays. » C'est quelque chose d'assez étrange, non ? Et c'est aussi comme l'idée que ces personnes ou personnages qui sont entrés aux États-Unis et qui, sont favorables au régime iranien, sont des étrangers et viennent d'Iran. Surtout, évidemment, ils vont avoir ou pourraient avoir des problèmes juridiques, n'est-ce pas ? Pour rester dans ce pays, n'est-ce pas ? Ce sont des choses étranges qui arrivent. Il y a aussi autre chose qui continue de poser problème. Que se passe-t-il en Californie ? Les incendies continuent d'être signalés. Il y a déjà des milliers de personnes évacuées en Californie, selon ce qui est rapporté. L'expansion rapide des foyers actifs dans le sud des États-Unis, dans le sud de la Californie, maintient des milliers de personnes évacuées. Donc, si tu vis en Californie, il faut juste rester bien informé sur la situation. Si tu habites à proximité sans être menacé par l'incendie, vérifie aussi attentivement la situation. De la qualité de l'air dans ta région, juste pour prendre les précautions nécessaires, d'accord ? L'expansion rapide des foyers en Californie a entraîné l'évacuation de nombreuses personnes. Ainsi, dans une zone proche, la situation était compliquée en Californie à cause des incendies, notamment le Spring Fire et le Crown Fire. Les autorités confirment qu'environ 12 900 personnes ont déjà été évacuées et que 9 850 autres personnes seraient également évacuées. Ils vont leur dire que l'évacuation doit être immédiate. Ils affirment être déjà en alerte à cause d'un risque d'évacuation immédiate. 12 900 déjà et 9 850 également. On continue de signaler des incendies. Fire se triplicó su tamaño nada más en las últimas horas, alcanzando des milliers de personnes. Donc tu vis que l'incendie, vérifie bien la note, celle des pompiers. L'humidité extrêmement basse, autour de 10%, et la végétation sèche ont créé des conditions parfaites pour que le feu se propage. Incendie rapide, feu de cime, menacent aussi les structures et les habitations, ce sont deux incendies. Comme je vous le dis, Spring Fire et Crown Fire, ils assurent. Cela affecte déjà aussi les habitations, obligeant à donner des ordres d'évacuation dans plusieurs zones. La maîtrise reste encore faible. L'expansion rapide des foyers actifs dans le sud maintient les évacuations en cours. À Crown Fire, celui-ci était considéré comme plus maîtrisé, à 25%.
Donc tu vis dans une zone sinistrée, avec des hélicoptères, des camions de pompiers et des bulldozers pour arrêter la progression du feu, et le campus du Moreno Valley College a également dû fermer. para evacuar por la mala calidad de aire. No había, No. no, no era. Qui, eh bien, dans une zone de l'année dernière où il y a eu 200 000 évacués, vous vous souvenez? Que tu es en danger. Meteorólogos advierten que el riesgo seguirá Du samedi et du dimanche, en raison des conditions, eh bien, assez sèches. La cause de l'incendie est en cours d'enquête, on ne sait pas d'où il vient, qui l'a provoqué, ou si c'était, eh bien, quelqu'un lié à l'incendie. Vérifie. Note. La qualité de l'air, eh bien, elle est terrible, et c'est aussi une partie importante de ce qui se passe dans cette région du monde. Passons donc à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Comment allez-vous, Marcela, Carlos Martinez, Margot? Nous allons faire des mises à jour, il y a plusieurs actualités en cours en ce moment, et j'aimerais vous en parler un peu plus tard. Alors discutons, préparez votre café. Si vous ne l'avez pas encore fait, il reste encore un peu d'informations, non? Et à la fin, nous passerons à la conversation, à la discussion, n'est-ce pas? Passons donc à d'autres sujets également importants. Bon, voyons ce qui se passe en Inde par rapport à l'Iran, car cela pourrait montrer une autre facette de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ce que dit l'Iran, je vous le disais il y a un instant, c'est qu'à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, que la guerre se termine ou non, le détroit d'Ormuz leur appartiendra. Ils vont le contrôler, selon leur dire, et ils vont faire payer. Ils vont faire payer un passage ou un péage, ou peu importe comment on veut l'appeler, mais ils vont faire payer pour passer par là. C'est comme ça. Et ils ont même déjà modifié des lois pour que cela soit perçu de cette façon. Je vous disais que l'Inde, il y a quelques jours déjà, je vous disais qu'en Inde, ils ont très peu de jours de réserve. Ils étaient sur le point de se retrouver complètement sans pétrole, au point qu'il y avait déjà des achats de panique, il y avait des attaques, il y avait, eh bien, même quelques fusillades. C'est-à-dire que la situation était devenue compliquée dans différentes régions de l'Inde, en Indonésie, au Bangladesh, n'est-ce pas? Dans plusieurs pays de la région, jusqu'au Bangladesh. Ces pays dépendent complètement, à 80 ou 90%, du pétrole qui passe par ici. Imaginez tout à coup qu'un pays, le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard d'habitants, se retrouve soudainement sans carburant. Qu'est-ce que vous faites? Et pas seulement sans carburant, ce qui pourrait encore être supportable, mais sans gaz. Sans gaz et sans carburant, 1,4 milliard d'habitants, il suffit que 1% devienne fou, ou même que 0,0001% devienne fou et très intense, et ça peut provoquer un chaos, non? Je veux dire, ça crée des problèmes. Évidemment, l'Inde veut éviter cela à tout prix, et elle va le faire, c'est-à-dire, à tout prix, il y aura du pétrole, il doit y avoir du pétrole, comme on dit, trop grand pour faire faillite, non? C'est-à-dire, trop grand pour tomber. Parce que plus la chute est grande, plus c'est grave. L'Inde confirme qu'elle a déjà pris la décision et que l'achat de pétrole iranien reprend. Voyons, qu'est-ce que c'est pour la première fois? En 7 ans, c'est-à-dire en 2019, c'est quand ils ont arrêté d'acheter du pétrole. Ça fait presque 7 ans. Ils achètent à nouveau du pétrole. Donc ce conflit a déjà apporté un nouveau client aux Iraniens. La raison principale est qu'il y a une crise d'approvisionnement mondiale provoquée par la guerre et le blocus du détroit d'Ormuz. L'Inde est le 3e plus grand importateur de pétrole de la planète. Donc voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire une personne qui exporte, enfin plutôt qui achète du pétrole, évidemment c'est énorme. D'après ce qui est rapporté, c'est le 3e plus grand importateur de pétrole, c'est-à-dire le 3e qui importe le plus, donc qui achète le pétrole de la planète. Évidemment, c'est énorme. Soit c'est un énorme acheteur, soit c'est quelqu'un qui consomme trop de pétrole.
Les États-Unis ont temporairement levé les sanctions sur le pétrole iranien, ce qui attire aussi l'attention. Les États-Unis doivent lever les sanctions que les pays réclament. Soit tu les lèves, soit je vais devoir contourner les sanctions parce que je ne reçois pas de pétrole et j'ai absolument besoin de pétrole. L'Inde a déjà reçu ses premières 44 000 tonnes de gaz de pétrole liquéfié iranien au port de Mangalore. Voilà comment ça se passe. Ils ont déjà reçu une quantité importante. Le détroit d'Ormuz est crucial parce que là, ce que consomme l'Asie en grande partie, en moyenne, c'est 89% du pétrole. Le pétrole et le gaz qu'ils reçoivent pour cette région proviennent de toute cette zone. Ce n'est pas seulement de l'Iran, mais en général de toute la région, de tout le Moyen-Orient, de tout le Golfe Persique et de toute cette zone. Donc cela dépend complètement. ¿no? Donc au moins pour l'instant, c'est un mouvement qui a vraiment surpris. Un autre point qui attire également l'attention, c'est que des entreprises chinoises sont présentes. Elles commercialisent des informations de renseignement sur la guerre en Iran et cela affecte directement l'armée des États-Unis. Des entreprises chinoises font littéralement commerce de renseignements militaires. Ces informations concernent les mouvements de porte-avions, bases militaires, aéronefs et systèmes de défense au Moyen-Orient. Les entreprises combinent des images satellites de suivi de vol, des données temps maritimes et des analyses avec l'IA pour générer du renseignement militaire. Certaines de ces entreprises ont des liens avec l'armée populaire de libération chinoise, même si officiellement elles restent soi-disant privées. Elles ont aussi repéré des bases aériennes américaines et le nombre de navires déployés avant les attaques avec l'Iran. Une autre entreprise, Jinan Technology, a affirmé qu'ils auraient en même détecté des communications de bombardiers furtifs B-2 et B-52. Alors imagine à quel point ce serait grave. C'est vrai, ceux qui écoutent les communications des bombardiers. Des responsables américains ont des doutes sur le fait que la Chine ait un accès total aux communications secrètes, mais ils considèrent que c'est une menace réelle et croissante. Le problème le plus important au-delà de tout cela, c'est que le renseignement ne provient pas de l'espionnage traditionnel. Le problème, c'est que tu sais qu'ils ont leurs renseignements, leurs espions et tout ça. Mais cela vient en fait d'entreprises soi-disant privées qui fournissent ce service. Des législateurs américains préviennent que la Chine pourrait indirectement aider les ennemis des États-Unis en partageant ces informations. Et que même si officiellement ils n'opèrent pas pour cette guerre ou pour la guerre entre l'Ukraine et la Russie, en réalité ils agissent d'une manière différente. Et en plus ils en font un bon business, n'est-ce pas ? Parce que tout cela, ça se facture. Ce n'est pas gratuit, n'est-ce pas ? Et c'est facturé directement, non ? Donc, ça aussi, ça attire l'attention. D'accord. Passons à d'autres sujets, passons à d'autres thèmes. Vous voyez, l'Ukraine envoie un message, de ceux que l'OTAN n'aime pas entendre. Mais bon, quelqu'un devait bien le leur dire. L'Ukraine a lancé un avertissement à l'OTAN. L'OTAN est en train de s'adapter, c'est-à-dire en tant qu'alliance, en tant qu'organisation. Elle s'adapte beaucoup trop lentement à la guerre moderne. Surtout face à ce qui se passe dans le conflit qu'ils ont avec la Russie. Des soldats ukrainiens qui se sont entraînés avec l'OTAN affirment que de nombreuses tactiques enseignées par les Alliés sont dépassées. Beaucoup des entraînements que l'OTAN souhaite offrir, ou qu'elle continue d'offrir à ses propres soldats, sont des entraînements basés sur la guerre d'Afghanistan, l'Afghanistan. Et l'Ukraine dit « Écoutez, ça, c'est du passé. La guerre moderne est très différente de ce qui s'est passé en Afghanistan. Laissez ça derrière vous et adaptez-vous à la façon dont la guerre se déroule aujourd'hui. » Il affirme que l'une des principales erreurs relevées par l'Ukraine est que l'OTAN forme les troupes comme si elle pouvait utiliser librement les avions. Selon l'Ukraine, c'est presque impossible à cause des défenses aériennes et des drones. Il n'était plus possible d'arriver en avion et de sauter en parachute. Et cela parce qu'il t'envoie un essaim de drones et détruisent l'avion, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, ce n'est plus possible. Je dois répéter ce passage parce qu'il est immanquable. Il dit « L'une des plus grandes erreurs détectées au sein de l'OTAN, c'est qu'il entraîne les troupes comme si elles pouvaient utiliser les avions librement. Ça n'arrive plus, ni pour les attaques, ni même pour sauter en parachute. C'est beaucoup plus compliqué.
Eh bien, ils l'ont déjà vécu. Même les avions les plus avancés qu'ils possèdent, aux États-Unis. Il y a déjà eu des problèmes, et d'autres qui sont plus anciens, comme l'Adix qui est un avion, eh bien beaucoup plus ancien qu'eux. Mais malgré le fait qu'ils emploient les technologies et tout ce qu'il faut pour détecter où se trouvent que les drones, cela a représenté un risque énorme. L'usage massif des drones a transformé la guerre, mais beaucoup d'armées de l'OTAN restent sceptiques quant à leur emploi. L'Ukraine affirme que le champ de bataille moderne est dominé par les drones, la surveillance constante, la guerre électronique et les attaques nocturnes. Lors des exercices militaires de 2025, des unités ukrainiennes ont vaincu 2 bataillons de l'OTAN en utilisant des tactiques avec des drones, démontrant ainsi un fossé tactique. Cela évidemment lors d'un exercice militaire. Lors des exercices de 2025, des unités ukrainiennes ont battu 2 bataillons de l'OTAN en utilisant des tactiques avec des drones. Et ils ont démontré que l'Ukraine avait raison. Ou bien la tactique de l'OTAN, disons-le, est déjà obsolète. Les forces de l'OTAN, je ne dis pas qu'elles ne sont pas puissantes, je ne dis pas ça, mais elles doivent s'adapter. C'est comme avoir un programme obsolète, il faut simplement se mettre à jour. Parce que je veux dire, le programme peut être robuste, il peut avoir tout ce que tu veux, le potentiel, mais sans adaptation, eh bien, il est dépassé. Les forces de l'OTAN avancent en grande formation sans suffisamment de protection contre les drones, c'est-à-dire elles avancent en nombre, mais elles ne sont pas préparées ni contre les mines, ni contre les drones. Selon l'Ukraine, c'est dévastateur. L'Ukraine a également impressionné l'OTAN avec le système Delta, qui permet de voir le champ de bataille en temps réel et de partager des informations entre les unités. Un système qui leur a été très utile lorsqu'ils se trouvent en première ligne du conflit. L'OTAN reconnaît qu'elle apprend de l'Ukraine et a même créé un centre de formation et d'analyse en Pologne pour étudier cette guerre. En parlant de la Pologne, c'est un point à part, mais ce qui a également surpris et dont on n'a peut-être pas assez parlé, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Je vous en ai parlé ici, mais après réflexion, on se demande « Attends, que se passe-t-il » Il y a ce conflit, non, qui est énorme, les États-Unis, Israël, l'Iran, tout ça, tout ce que tu veux. Et puis il y a l'Europe, et puis il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas ? Mais il y a un pays qui a une très grande proximité avec les États-Unis ces dernières années, c'est la Pologne. La Pologne est un pays qui investit énormément dans l'OTAN. C'est-à-dire, c'est un pays qui achète beaucoup d'armes, qui a beaucoup investi. Parce que la Pologne ne veut pas répéter les erreurs du passé, les erreurs des grandes guerres qui ont eu lieu auparavant, dans lesquelles la Pologne a été en mauvaise posture. Qu'ils ont été envahis, qu'ils ont été... Elle est un peu au milieu de tout. Donc la Pologne s'est énormément préparée au conflit. Elle dispose de troupes hautement entraînées, d'une armée moderne, elle est proche de l'Ukraine, elle est collée à l'Ukraine, donc ils voient dans ça comme très proche, non ? Les États-Unis leur ont demandé des Patriots, leur ont demandé d'envoyer certaines des armes qu'ils possèdent aux États-Unis pour la guerre contre l'Iran. Il a fait la même chose avec la Corée du Sud, et la Corée du Sud a dit « Oui, eh bien prends-les, non ? Tu en as besoin, bien sûr, prends-les, nous sommes partenaires, donc tu peux les prendre. » Et la Pologne lui a dit non. C'est-à-dire, la Pologne dit « Non, 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 j'ai des choses à défendre là-bas, je ne vais pas prêter d'armes. » Ni à ton partenaire, ni à celui qui te vend les armes, il ne les prête pas, non ? La Pologne a dit non. Point. Quel sujet ? Eh bien, il montrerait aussi ce qu'il fait, tout simplement. Ce qu'est la Pologne maintenant, non ? La Pologne, ce n'est plus la même chose, enfin, disons que la Pologne est probablement aujourd'hui bien plus préparée que d'autres puissances européennes, non ? Je ne dis pas que toutes, mais ils ont une préparation différente, non ? Ils sont préparés au conflit d'une manière plus intense, non ? Ils n'ont pas d'armes nucléaires comme la France, c'est vrai, mais à part ça, ils sont quand même assez forts. Après, si vous voulez, on peut analyser la comparaison, non ? Entre l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, non ? Et la Pologne, non ? Et le Royaume-Uni aussi, non ? Parce que le Royaume-Uni, évidemment, reste aussi une puissance, mais bon, ils ont aussi négligé cet aspect depuis un certain temps, non ? L'aspect militaire. Passons à d'autres sujets importants.
J'aimerais commenter avec vous plusieurs sujets d'actualité et thèmes scientifiques. Nous reparlerons bientôt de la situation en Iran. Regardons quelles autres mises à jour sont en cours. Mais bon, plusieurs détails. Selon les scientifiques, ils ont étudié cela. Regardez. Voyons si nous pouvons l'afficher. Ceci est une image andalouse. C'est une image, enfin je veux dire pour illustrer. Ce n'est pas une image exacte, n'est-ce pas? Mais au moins elle aide, on peut comprendre. Vous vous souvenez de ces herbes qu'on voit parfois dans l'océan, dans la mer, n'est-ce pas? Si tu me donnais une image, je te montrerais à quoi ressemble l'herbe qu'il y a dans la mer. Tu vois ce type d'herbe? Les scientifiques l'affirment sur l'île Catalina, en Californie. Ces herbes marines seraient en train de changer ce que l'on savait sur la restauration écologique marine. Les scientifiques ont réussi à faire en sorte que les prairies marines restaurées par eux surpassent les prairies naturelles, en seulement 2 ans. Des chercheurs de l'Université de Californie ont restauré des herbiers marins en pleine mer, une première. Le plus impressionnant, c'est qu'en seulement 2 ans, les prairies restaurées ont surpassé les prairies naturelles en termes de biodiversité. Donc des prairies qui ont poussé naturellement, non? Cela remet en cause l'idée précédente selon laquelle la nature restaurée met des décennies à égaler l'original. Ils disent mais que si l'être humain aide à la restauration de la restauration de la nature aussi, eh bien s'adapte très rapidement. Les herbiers marins seraient essentiels car ils capturent et stockent le CO2 au fond de la mer, agissant comme de grands puits de carbone. De plus, ils créent des refuges naturels pour les poissons, les crustacés et les espèces en danger d'extinction. Durant cette expérience, une tortue marine menacée est apparue dans la zone restaurée. Cela a surpris les scientifiques. Quelle rapidité! Des espèces en danger d'extinction vivaient déjà dans la zone. Le projet a commencé en 2022 et en seulement 1 an, il fonctionnait déjà comme un écosystème naturel complet. Les scientifiques estiment que ce modèle pourrait être appliqué mondialement pour lutter contre la perte de biodiversité, un problème peu évoqué. On parle beaucoup des polluants, des effets sur le climat et tout ça, mais la biodiversité est en train de disparaître. Ce dont nous avons parlé ici tant de fois, c'est que, auparavant, ceux qui ont un certain âge s'en souviennent, quand on prenait la route, le pare-brise se couvrait de moustiques et d'insectes. Et depuis quelques années déjà, tu prends la route avec ta voiture propre, tu reviens et ta voiture est toujours aussi propre. Tu n'as plus de problème avec les insectes. C'est extrêmement rare que ça arrive. Avant, c'était normal. Toute la partie avant était couverte d'insectes. Toute la vitre aussi était pleine d'insectes. Le pare-brise. Parce qu'il y en avait plein. Pas juste un peu. Enfin, il y a aussi des théories là-dessus. Il y a plusieurs théories. Il y a un autre sujet qui attire aussi l'attention dans les notes scientifiques. Je les ai pour aujourd'hui. Il y a un mythe autour du chocolat noir. On essaie toujours de te vendre l'idée que c'est très sain. Que tu vois, il a des antioxydants, il a 1000 vertus, non? Vous n'allez pas aimer ça. Ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais bon, c'est leur problème. Le chocolat noir, on affirme qu'il contient entre 50 et 90% de solide de cacao, tandis que le chocolat au lait en contient généralement entre 20 et 30%. Mais selon les études, il est indiqué que les flavonoïdes ou flavonoïdes du cacao sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, qu'ils favorisent le flux sanguin et qu'ils font légèrement baisser la pression artérielle. Cependant, il est dit que ces études montrent que ce sont ces extraits de cacao concentrés. Ils contiennent les flavonoïdes. Le chocolat commercial, même s'il indique qu'il contient 90% je ne sais quoi, n'apporte pas les flavonoïdes. Ceux-ci restent à l'intérieur du cacao, dans la matière utilisée pour le fabriquer. Le problème c'est que, par exemple, il dit comme ceci. Ces chocolats noirs vendus dans le commerce contiennent normalement environ 50% de sucre. Si l'étiquette indique que le premier ingrédient est le sucre et non le cacao, alors le chocolat cesse d'être sain. Les experts recommandent de choisir des chocolats qui contiennent au moins 70% de cacao dans la liste des ingrédients. Et ainsi t'assurer que tu vas bien profiter des bienfaits. Sinon, dit-il, le problème causé par le sucre réduit considérablement les bienfaits que t'apporte le cacao. Alors, je pense que c'est aussi un peu du bon sens dans ce cas-là, mais bon, si j'en prends de temps en temps, je ne pense pas que ce soit mauvais non plus.
Maintenant, un autre sujet dont on parle beaucoup tout au long de 2026, c'est qu'il y a une nouvelle théorie qui va changer toute la question de l'Alzheimer, et cela pourrait vraiment être très bénéfique pour beaucoup de gens. Des personnes qui ont des proches atteints d'Alzheimer, qui savent qu'elles ont des probabilités d'avoir aussi Alzheimer ou ce genre de choses, ou qui ont déjà des membres de leur famille avec ce problème. Eh bien, il y a une nouvelle théorie qui va unifier les explications sur l'origine de ce problème dans le cerveau. Et pendant des décennies, il y a eu de nombreuses théories différentes. Maintenant, apparemment, ils trouvent une théorie qui va unifier toutes ces théories. Ce n'est pas qu'elles soient fausses, mais ils identifient l'origine de la maladie d'Alzheimer et avec cela, ils disent que cela va tout changer, tout le problème qu'il y a eu avec cette maladie. Il dit que pendant de nombreuses décennies, les scientifiques ont débattu de ce qui cause réellement la maladie. S'agit-il d'un aliment, d'une protéine ou d'autre chose ? Il rapporte sûrement que la bêta-amyloïde forme des plaques dans le cerveau qui peuvent apparaître jusqu'à 20 ans avant les symptômes. Cette protéine tau forme des enchevêtrements ou des filaments à l'intérieur des neurones, et ceux-ci sont liés à une détérioration cognitive. La nouvelle étude suggère que les deux sont liés à l'origine de la maladie, et non l'une ou l'autre. Autant la bêta-amyloïde que la protéine tau qui seraient dans les deux. Ensemble, ce sont elles qui causent le problème. Cela provoque la déstabilisation des microtubules et leur dysfonctionnement dans les neurones, qui finissent par mourir, ce qui expliquerait la maladie d'Alzheimer. Ils affirment que cette découverte tranchera le débat scientifique sur ce qui apparaît en premier, la protéine tau ou la bêta-amyloïde. Cela explique aussi pourquoi de nombreux traitements éliminant la bêta-amyloïde n'ont pas guéri la maladie d'Alzheimer. Les scientifiques pensent que le principal problème pourrait être les dommages aux microtubules, et pas seulement aux plaques ou aux enchevêtrements. Ils assurent que cela va ouvrir la voie à de nouveaux traitements axés sur la stabilisation des microtubules. Ils mentionnent même d'autres substances chimiques qu'ils étudient et qui pourraient avoir des effets protecteurs sur ces microtubules, permettant ainsi d'atténuer le problème ou d'empêcher qu'il ne s'aggrave. Et ils représentent 70% des cas de démence dans le monde. Donc si on parvient à trouver un remède, à inverser la maladie ou à y parvenir, au moins arrêter complètement la progression, cela aurait un bénéfice pour une grande partie de la population mondiale. Non, cela serait aussi très important. Un autre sujet pour passer à d'autres thèmes géopolitiques, mais aussi à des questions scientifiques. D'après ce qui est rapporté, il y a une nouvelle approche qui est en train de changer tout ce que l'on comprenait. En ce qui concerne une alimentation saine, on dit que pendant des années on a parlé d'une alimentation équilibrée et tout allait très bien jusque-là. Non, mais on raconte qu'il existe un trouble qui se développe lorsque les gens. Ensuite, ils deviennent obsédés par manger sainement, ce qu'on appelle l'orthorexie, où la personne est obsédée par le fait de manger parfaitement et sainement. Mais à tel point que cela empire sa vie, détériore ses relations et il arrête de sortir car il dit non, là-bas il mange seulement comme ça ou seulement grillé. Et alors, le monde commence à se refermer et il se dit « oui, je suis seul mais je mange bien, tu n'es là qu'avec ta petite laitue ou autre chose ». Eh bien, ils assurent qu'il faut changer ce concept. Il faut recentrer ce concept sur une alimentation intuitive, comme ils l'appellent, c'est-à-dire créer ou inventer d'une certaine manière une méthode. Pour commencer à comprendre ce qui est sain et en apprenant à écouter ton corps, tu vas résoudre beaucoup de problèmes. Quand je mange ça, je me sens plus lourd, alors qu'avec ceci, je me sens plus léger et plein d'énergie. Je dors mieux, je dors moins bien, mais bon, c'est tout un sujet qu'ils appellent alimentation intuitive, c'est-à-dire écouter son corps pour savoir quand manger quoi. Par exemple, quand il vaut mieux manger plus de protéines, quand il vaut mieux manger plus de glucides, ou si c'est une journée très active avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'exercices, ou si ton travail est comme ça, alors tu as besoin d'un peu plus de glucides ou d'un peu plus de protéines. C'est-à-dire, cela dépendra déjà du style de vie. Il dit de manger quand tu as vraiment faim. S'arrêter quand tu es rassasié. Par exemple, ce sujet est très présent chez les Japonais, eux. Ils mangent jusqu'à ce qu'il leur reste, disons, environ 20% de faim, pour ainsi dire. Là, ils s'arrêtent. Non, ils ne cherchent pas à être totalement rassasiés, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi, au Japon, eh bien, ils ont tendance à être très minces, même s'ils mangent de tout. Ils mangent beaucoup de pain, ils mangent du riz et ils mangent beaucoup de choses que beaucoup de gens évitent ensuite.
mais seulement eux. Mais pas tous, n'est-ce pas? Là-bas aussi, il y a des gens, pas seulement les sumos, non? Nous vivons entourés de nourriture bon marché, ultra transformée, de grandes portions et de publicité, ce qui complique l'écoute de notre corps. Il y a trop de bruit autour qui ne permet pas d'écouter notre corps. Les personnes avec moins de ressources ont plus de difficultés à manger sainement à cause du prix, du temps et de l'accès. L'accès aux aliments, c'est aussi une réalité, ce n'est pas si bon marché. Tu vas dans les petits supermarchés, pas dans ces magasins ouverts, 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu trouves là-bas la plupart du temps? Eh bien, de la malbouffe, non? Et c'est très bon marché, ça va te caler et en plus c'est bon, non? Eh bien, c'est ce que les gens prennent, non? Le problème, c'est que, eh bien, les experts disent, ils recommandent. Le problème, c'est ça, mais ils recommandent entendre trois choses. Reconnaître les signaux de faim et de satiété. Arrêter de considérer les aliments comme interdits. Il ne faut pas considérer les aliments comme interdits, mais manger de tout en écoutant son corps. Et ils disent aussi de manger plus souvent en compagnie. Ils affirment que c'est aussi bénéfique et concluent. Manger sainement, c'est avoir une relation équilibrée, flexible et sans culpabilité avec la nourriture, sans vivre dans la peur. Mais bon, voilà un sujet au moins différent de ce qu'on dit toujours à ce propos. Passons à d'autres sujets également importants. Impressionnant ce qui se passe en Afghanistan, et je ne parle pas de la guerre qu'ils ont là-bas d'ailleurs, mais de ce qui se passe avec les pluies. Regardez, c'est vraiment dur. Dites-moi comment l'Afghanistan a-t-il été touché? C'est-à-dire qu'en Afghanistan, ils ont déjà eu un séisme dont nous parlions hier, avec 8 personnes décédées, plus des blessés et tout ça. Entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans cette partie nord, un séisme. Certains morts viennent d'un côté, d'autres de l'autre. Les informations là-bas sont très difficiles à confirmer, mais c'est au moins ce qui a pu être confirmé jusqu'à présent. Mais en plus de cela, ils ont été frappés très durement par la pluie. Ils ont été frappés très fort. Voyons s'ils ont encore des problèmes avec la pluie, voyons si avec le satellite on peut voir où ce phénomène s'est déplacé. Mais regarde, voyons si on peut voir quelque chose. Oh, regarde, il n'y a plus de pluie. Mais peut-être, regarde, c'est ici. Il y a 24 heures, on a pu capter ça. C'est ça qui a causé le problème. Savez-vous combien de personnes sont mortes? C'est un pays désertique, non habitué à ce type de tempête. Donc il y a forcément des conséquences, non? Alors, ce que nous voyons ici a déjà causé la mort de 60 personnes. C'est-à-dire, ils ont perdu 60 personnes, et il y a eu 116 blessés selon ce qui est rapporté dans cette partie du monde. L'agence AFP affirme que des maisons ont été endommagées lors des inondations à la périphérie de Pulikumri, dans la province de Baglan. En différents points du nord et de l'est de l'Afghanistan, au moins 61 personnes ont perdu la vie, et 119 ont été blessées à cause des pluies torrentielles qui ont frappé la semaine dernière. Cette urgence coïncide avec un tremblement de terre enregistré aujourd'hui, vendredi, n'est-ce pas? Pardon, c'était bien aujourd'hui. Pour eux aussi, c'était déjà aujourd'hui. Bon, il faudrait vérifier. Mais il me semblait, d'après l'USGS, que c'était entre hier et aujourd'hui. Pour nous, c'était vendredi, mais peut-être que pour eux, c'était déjà samedi. Tu sais, oui, pour eux, c'était bien samedi. Oui, c'est vrai. Pour eux, il était déjà 4 heures. Exactement. Le principal porte-parole du gouvernement taliban, Zabilouya Moujahid, a précisé que 4 autres personnes sont toujours portées disparues, tandis que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient dans les zones touchées, selon ce qu'ils ont indiqué. Un autre sujet attire également l'attention. Donald Trump commence. Trop tard, je dirais, mais il commence à essayer de communiquer avec la génération Z. Veut-il ne plus rendre sa grandeur à l'Amérique? S'ils ne veulent pas la rendre cool à nouveau, non, c'est déjà trop tard, mec. Washington affirme que le président des États-Unis mise sur le rajeunissement des effectifs de l'administration publique. Une initiative destinée, dit-il, à attirer des professionnels plus jeunes de la génération Z parce qu'ils veulent rendre leur gouvernement cool à nouveau.
C'est-à-dire, ils ne veulent pas reprendre cette phrase, mais en utilisant le mot cool. Cependant, ce changement coïncide avec une baisse de popularité du républicain parmi les Summers qu'il appelle et les centiliens, c'est-à-dire la génération Z et la génération centilienne. Oui ou non? C'est essentiellement le pire moment. C'est le moment où ils ont le moins de soutien de la part de ces générations. Mais bon, ils essaient de regagner un peu de ce côté-là. Selon le directeur du bureau de gestion du personnel américain, Scott Cooper, à peine 7% des employés fédéraux ont moins de 30 ans, ou presque tous ont 30 ans ou plus. Maintenant, ils veulent se concentrer sur des secteurs plus jeunes et rendre le gouvernement, disent-ils, plus cool. Il y a un fossé générationnel où, la majorité de ceux qui dirigent le gouvernement sont des gens de 30 ans et plus, et donc il faut aussi qu'il y ait des jeunes. Non, les candidats seront sélectionnés en fonction du talent démontré, pas d'où ils viennent ou s'ils sont allés à l'université, ni du nombre d'années passées dans le poste, mais parce qu'ils ont un talent vérifiable. Une partie de ce que fait le mouvement s'appelle « Making Government Cool Again ». Que le gouvernement soit cool à nouveau. C'est l'approche qu'ils ont là-bas. Bien trop tard, mais bon, cela fait partie de ce qui arrive. La cybercriminalité évolue aussi, assure-t-il. Et bon, il signale non seulement des cyberattaques, mais aussi des attaques qui deviennent pratiquement de plus en plus fréquentes. Non, laisse tomber, il y en a aussi des plus violentes, non? Mais elles deviennent pratiquement indétectables. C'est ça le gros problème en ce moment avec les cyberattaques, elles sont de plus en plus difficiles à tracer, de plus en plus. La cybercriminalité est entrée dans une nouvelle ère. Elle est alimentée par les IA. L'intelligence artificielle transforme la cybercriminalité à l'échelle mondiale, rendant les attaques plus rapides, moins coûteuses et plus difficiles à tracer. Le rapport de l'entreprise de cybersécurité Kaspery avertit que les hackers ont utilisé des IA pour créer des malwares, pour créer ces courriels classiques. Le rapport de l'entreprise était très facile à détecter, la cybersécurité avertit qu'ils l'ont fait. Des erreurs en écrivant que je suis ceci. Je suis le fils du prince du Nigeria, non? Le classique d'avant. Mais ils ont évolué et c'était toujours des messages qui, d'une manière ou d'une autre, te demandaient encore de cliquer sur un lien ou de donner de l'argent ou autre chose, mais toujours de façon très, très facile à repérer, non? Maintenant, le phishing est beaucoup plus puissant parce que, oui, peut-être qu'ils envoient dans des messages en masse depuis la Corée, le Nigeria ou n'importe quel autre pays. Mais maintenant, ils sont rédigés de façon assez correcte, d'une manière beaucoup plus précise. Maintenant, ils les envoient avec ces bases de données qu'ils trouvent sur Internet et ils les envoient aux personnes en les appelant par leur vrai nom. Ou du moins avec les noms qu'ils utilisent sur leur compte, c'est pour ça que parfois il est bon d'avoir certains emails avec des noms différents du tien pour éviter que ton nom complet apparaisse et que ce ne soit pas trop confus, non. Donc oui, il faut faire attention à ça. Mais bon, le fait est que les experts assurent qu'avant, il était très facile d'identifier les hackers grâce à leur signature numérique. Des erreurs de langue, des styles de programmation ou des schémas répétitifs. Ils disaient « Voilà un schéma utilisé par les hackers du Nigeria » ou par ceux de Corée. Maintenant, ces erreurs se sont estompées grâce à l'IA, car elle corrige cela. L'IA générative efface cette trace. Elle disparaît parce que le code créé par l'IA est propre, uniforme et sans erreur, donc on ne peut pas remonter jusqu'au responsable. Cela signifie qu'attribuer une cyberattaque à un groupe spécifique sera de plus en plus difficile, ce qui complique la défense internationale. Le nouveau concept d'IA agentique apparaît, ce qui permet de créer des outils d'attaque en quelques jours, alors qu'auparavant cela prenait des mois. Exemple, Voidlink, logiciel malveillant conçu presque entièrement par l'IA et capable d'attaquer. Des systèmes dans le cloud s'adapter avec des modules comme les rootkits ou les implants. Cela attire aussi l'attention. Un autre cas serait celui de Slopoly, un outil utilisé pour l'extorsion massive qui permet aux attaquants de garder l'accès au serveur pendant des jours sans être détectés. Des experts avertissent que cela ne rend pas forcément les attaques plus sophistiquées, mais beaucoup plus fréquentes et massives. Dans ce sens-là, il y a le groupe Lazarus, n'est-ce pas?
Ici, nous avons déjà mentionné plusieurs fois qu'il utilisait des images générées par IA pour voler des crypto-monnaies, montrant que cette tendance existe depuis des années, mais qu'elle est en train de croître, n'est-ce pas? Ça aussi, c'en est un autre exemple. Eh bien, des choses comme ce qui est arrivé à cette dame, à qui, soi-disant, Brad Pitt envoyait des messages, et en plus il lui demandait de l'argent, et la dame lui donnait de l'argent. Et il utilisait donc ces images pour montrer qu'il était, soi-disant, Brad Pitt, n'est-ce pas? Et la dame s'est fait soutirer beaucoup d'argent. Bon, voilà où en sont les choses sur ce sujet. Passons à d'autres sujets, à d'autres affaires également importantes. Il y a d'autres affaires qui attirent l'attention. Il y a ces deux citoyens, voyons si nous pouvons les afficher à l'écran. Oui, c'est-à-dire oui. Ces deux citoyens, voyons si on peut les voir. Voilà, c'est une citoyenne, un citoyen chinois, oui. Ces citoyens seraient du frère, d'après ce que je comprends, non? Essayons de mettre les deux petits points, ici, vas-y. Voilà. Eh bien, ces deux personnes, d'après ce qui est rapporté, auraient même été en train d'espionner. Ils seraient à l'origine d'une tentative d'attentat sur la base MacDill. Bien sûr, ils sont détenus, non? Passons aux détails de ce que l'on sait de cette affaire qui, montre que, nous allons voir plus d'activité de ces agents, apparemment des agents chinois, n'est-ce pas? Pour qui travaillent-ils, s'ils sont du gouvernement, ce qui s'y passe ou leur groupe d'appartenance? Passons aux détails. D'abord, un grand salut à toute la communauté ici. Adriana, comment vas-tu? Wendy, comment vas-tu? Wendy Arias, un grand salut à New York. À José Zarate en Californie, à Perla en Argentine. Eliseo, comment vas-tu? Et Talo, merci beaucoup pour ce super chat. Je t'en suis très reconnaissant. Eh bien, à toute la communauté qui est ici en direct, merci beaucoup de nous soutenir. Deux citoyens américains d'origine chinoise feraient actuellement l'objet d'une enquête pour avoir tenté de faire exploser un engin. Ils ont tenté de faire exploser un engin explosif sur la base aérienne de MacDill à Tampa, une installation militaire stratégique des États-Unis, et ils voulaient faire exploser une charge explosive. La vérité, c'est que ce sujet attire vraiment l'attention, non? Je veux dire, de quoi parlons-nous exactement? Merci beaucoup pour ça, pour ce super don encore une fois. Je veux dire, le principal accusé, c'est l'individu, non? Celui qui est à gauche, non? Il s'appelle Allen Shen, n'est-ce pas? C'est sûrement l'accusé Allen Shen qui a été signalé, celui qui aurait placé cet explosif dans la base. Le 10 mars 2026, puis il s'est enfui en Chine. Sa sœur Anna-Marie Shen, âgée de 27 ans, a été arrêtée et accusée de complicité pour avoir altéré les preuves. Il a donc réussi à s'échapper, si je comprends bien. C'est elle qui est arrêtée. Ils affirment qu'ils ont falsifié les preuves, détruit des éléments et l'ont aidé à s'enfuir. Oui? Maintenant, ce qui attire mon attention ici, si c'est vrai, je parle de l'âge, si je me trompe à ce sujet ici. Mais le rapport m'indique ici qu'il a 20 ans. Honnêtement, je le trouve beaucoup plus âgé. Je ne le vois même pas comme ayant 20 ans même en plaisantant. Peut-être 20 ans aux États-Unis? 20 ans? Cette personne n'a pas 20 ans, n'est-ce pas? Elle dit qu'elle a 27 ans. Honnêtement, ils sont bien marqués. Alors pourquoi? Elle ne fait pas 27 ans. Elle ne fait pas moins de 20 ans, je veux dire. Elle aurait l'air pareil. Pareil. Ça prouverait que tous les Asiatiques n'ont pas l'air jeunes, comme on le dit toujours, non? Le fait est que, selon l'accusation fédérale, la bombe a été considérée comme un engin défectueux, ce qui a évité une tragédie plus grave. L'explosif n'a pas été détecté pendant 6 jours jusqu'à ce qu'un militaire le trouve, ce qui a également suscité de vives critiques envers les protocoles de sécurité de la base. Lors de l'enquête, on a découvert qu'Anne-Marie avait utilisé ChatGPT pour chercher comment obtenir un visa chinois. Comment transférer un véhicule, ce qui leur a permis de retrouver une voiture liée à l'attaque. Les autorités ont découvert des composants d'explosifs et des débris de matériaux issus d'une Mercedes-Benz utilisée lors de la tentative d'attentat. Anne-Marie Cheng risque 30 ans de prison et a été déclarée coupable, en plus d'amendes et de confiscation.
L'affaire a montré comment, donc, ces deux personnes, enfants d'immigrés sans papier. Cela a rouvert le débat sur la citoyenneté par naissance aux États-Unis. Eux deux sont bien nés aux États-Unis, mais ils occupent des fonctions, donc de. Eh bien, je ne sais pas si c'est écrit Chine, n'est-ce pas? Le frère est toujours en fuite et sa localisation reste tout simplement inconnue, ce qui maintient l'affaire comme une priorité de sécurité nationale. Cette affaire est déjà devenue un sujet politique migratoire et de sécurité nationale qui pourrait influencer de nouvelles lois sur la citoyenneté aux États-Unis. Un sujet qui aussi, c'est une partie intéressante. Maintenant, passons aussi à d'autres sujets importants. Sachez que les États-Unis seraient en ce moment en train de planifier ce qui va être l'attaque présumée dans les prochaines 48 heures, c'est-à-dire ce serait dimanche, lundi, non? L'attaque serait donc prévue lundi, c'est ce qu'on pense. Ce serait le mouvement qui suit, non? Passons aux détails. Il y a un instant, nous voyons comment. Il a lancé des attaques à différents endroits. Du Liban et aussi d'Iran, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, nous avons les détails sur le nombre d'attaques. Il rapporte que l'armée a précisé qu'au cours des 48 dernières heures, 340 cibles ont été attaquées uniquement en Iran. C'est-à-dire, c'est vraiment un nombre important, non? Selon ce que rapporte l'armée, elle a donné des détails sur les attaques simultanées à Téhéran et aussi au Liban. Donc dans les deux. D'accord, c'était dans les deux. Alors, il rapporte sûrement l'escalade militaire au Moyen-Orient uniquement avec les attaques qui ont été menées par Israël. Il y en a 340 entre les deux, entre le Liban et l'Iran. 140 cibles sur le sol libanais et 200 sur les territoires iraniens. Cela fait partie des attaques menées vendredi. Et pour aujourd'hui, samedi, dans ceci. 2 jours, disons 340 cibles, cela uniquement par la force de défense israélienne, c'est-à-dire par la FDI. C'est ce qui est rapporté en ce moment. Ce n'est pas bon. Évidemment, c'est énorme, non? Le type d'opération qu'il mène. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, ils rapportent en ce moment que les Houthis auraient revendiqué une attaque avec un missile balistique. C'était contre Israël. Vous savez que les Houthis sont au Yémen. Ils rapportent qu'un missile balistique aurait été lancé depuis le Yémen en direction d'Israël. Il y a quelques minutes, selon ce qu'ils disent, il aurait déjà été signalé que les rebelles Houthis, ce groupe radical, ont revendiqué aujourd'hui, samedi, leur première attaque. Une attaque avec un missile balistique à sous-munitions. Attention, un missile balistique à sous-munitions utilisé contre, selon eux, des infrastructures vitales. Ce serait la 5e opération militaire depuis leur entrée en guerre. C'est-à-dire, c'est le premier missile avec une ogive à sous-munitions, mais c'est la 5e attaque des Houthis contre Israël dans ce conflit seulement. C'est-à-dire dans cette guerre dans le contexte iranien, on va dire, non? Les Houthis connaissent des problèmes persistants depuis longtemps là-bas. Israël, le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Zarea, a indiqué cela dans un communiqué télévisé que leurs unités ont utilisé un missile balistique à sous-munitions et plusieurs drones contre l'aéroport de Tel Aviv et des cibles vitales en Israël. L'opération a été menée conjointement avec la garde révolutionnaire iranienne, l'armée iranienne et le groupe chiite libanais, à savoir le Hezbollah. C'est ce que dit le communiqué. Eh bien, les choses continuent aussi de s'intensifier. Comment vas-tu, Carlos Martinez? Maria, comment vas-tu? Perla. Salut à tous. Bon, allons-y. Passons aux commentaires. Allons-y alors. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Merci beaucoup de m'accompagner, d'être ici un moment, d'être ici avec la communauté. Évidemment, il s'est passé un peu de tout, n'est-ce pas? Voilà. Non, 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 non. Ce week-end, on s'attendait à ce qu'une escalade commence, une escalade potentielle. Ces 48 heures supplémentaires sont comme le dernier avertissement de la part des États-Unis.
Il est clair que les Iraniens ne veulent pas négocier. On ne sait pas clairement quels sont leurs calculs. Mais je suppose que c'est un calcul qui, au moins pour eux, fonctionne. Eh bien, peut-être que le fait de contrôler le détroit d'Ormuz leur fait penser qu'ils peuvent faire durer le conflit plus longtemps. Peut-être savent-ils que la pression sur les États-Unis, en voyant que les sondages chutent assez fortement pour Trump. Peut-être que cela crée un effet qui, pour eux, pour leur stratégie, leur fait penser qu'ils sont sur la bonne voie dans ce sens. Nous verrons. En attendant, nous saluons. Carlos dit que ce n'est pas non plus à 5 heures de route de Miami en prenant l'avenue 27. Quelle histoire, Carlos. Comment vas-tu? Bonjour Maria Elena. Salutations à Tehuacan, Puebla. Bonjour. Salutations aussi à Place Marino. Comment vas-tu? Salutations. Trump dit, il a dit que Cuba était nex et il ne s'est rien passé. C'est bien ça, Place Marino. Il ne s'est rien passé, du moins pour le moment. Non, rien n'est clair de ce côté-là. Vous approuvez le droit du sol et l'instauration de visas de résidence. Vous mentionnez la révocation pour comportement inapproprié. Bien des problèmes mondiaux auraient été évités, dit Perla, dit Fidel. Comment vas-tu, Fidel? Merci pour ton commentaire, Francisco Ars. Il dit que les drogues ont un impact, c'est possible. Si tu as une très mauvaise vie, cela peut vraiment te faire paraître très mal, etc. Ou une maladie aussi, et ainsi de suite. Mais le sujet de la ville m'interpelle et celui-ci dit « Allons déjeuner, laissons Pépé un moment », dit Carlos Martinez. « Où vas-tu déjeuner, mec? Où vas-tu ?»« D'accord. »« Déjeuner. »« Vous appelez ça comment, voyons ?»« Le matin, c'est comme le petit déjeuner. » Mais ici aussi on l'appelle déjeuner. C'est-à-dire, il est en train de déjeuner. C'est-à-dire, c'est le matin, et puis à midi, il mange le repas, non. Et puis le dîner, le soir, au dîner, non. Et je ne sais plus. Donc c'est le déjeuner, c'est le repas, et c'est le petit déjeuner. Pardon, et c'est le dîner, non. C'est-à-dire, c'est le déjeuner, le petit déjeuner, le repas. Il n'a qu'un seul nom qui a été donné, et puis au dîner, non. C'est-à-dire, mais le matin, on l'appelle aussi déjeuner ou petit déjeuner. Mais j'ai vu qu'à d'autres endroits, on appelle le repas de midi le déjeuner, non. Ce qui fait qu'ici, si tu dis que tu déjeunes, on se demande pourquoi. À 2 heures de l'après-midi, il est trop tard pour déjeuner. Tu es déjà en train de manger. Ce sont des choses un peu étranges de la langue. Il dit « Je ne suis ni contre ni pour Trump, mais à Cuba, il ne trouverait pas de résistance, dit Carlos. Eh bien, il ne trouvera probablement pas beaucoup de résistance. C'est un bon point, Carlos. Adriana demande « Comment ça va ?» Adriana lave, un énorme salut. Sandra, comment vas-tu? Salutations en Californie. Il dit qu'au Chili, le déjeuner se prend à midi. C'est le repas important, comme je vous dis. Dans certains endroits, déjeuner c'est ainsi, non? Et peut-être que c'est le bon, n'est-ce pas? Mais au moins ici, dans le nord-est, il est très courant de prendre le déjeuner le matin. C'est quelque chose d'assez curieux. Et salut à toi, Adriana. Comment ça se passe au lycée? Bonjour. Il y a 2 lycées là-bas, et déjà ce nom n'est pas courant. Je n'ai jamais connu d'autres lycées ici à part les vôtres. Je n'ai jamais connu de lycée ici, dans la communauté. Salutations au lycée de la République dominicaine et salutations aussi au lycée là-bas, jusqu'en Espagne. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Miskito, comment allez-vous? Salutations au Nicaragua, bonjour. Salutations, Saratrice chez moi, pas de soda. Et quand on va aux fêtes, c'est pareil pour tout le monde. Donc pas de soda, pas de bière et pas de vin. Ah, ce n'est pas vrai. Parfois José dit « Non, mais la bière, oui ». Il affirme que Trump doit rapidement évincer les dictateurs du Venezuela pour retrouver sa popularité, au lieu de chercher seulement à faire des affaires. C'est un bon point. Parce que c'était quelque chose qui allait apparemment lui apporter de la popularité dans certains secteurs, mais ça a été fait à moitié. Le mouvement n'a pas été mené jusqu'au bout. Là, et moins tu manges de malbouffe, mieux c'est, et tu t'en féliciteras en vieillissant. José dit, Marcella dit, vous devrez nous laisser très bien, santé Marcella, portez-vous bien. Eh bien, à toute la communauté, un grand salut à ceux qui regardent en différé aussi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, jusqu'à ce point, laissez votre commentaire et dites-moi. Et si nous sommes arrivés jusqu'ici, jusqu'à ce côté, non, jusqu'à ce point, ce serait génial. Ce serait apprécié. Il dit. Nous vous regardons à la télévision, mais il m'a aussi envoyé des messages sur le portable. Salut Arturo à Daniela. Super, excellent après-midi à vous, excellent week-end. Ce soir, on se retrouve en direct pour discuter et parler de ce qui se passe.
S'il y a un sujet urgent, je vous enverrai une courte vidéo ou quelque chose comme ça pour rester concis. Et ce soir, on en parlera longuement. D'accord, mais on est là. Eh bien, si vous avez un rapport ou un sujet que vous pensez que je devrais aborder, s'il vous plaît, envoyez-le-moi. Plus tard, nous aurons un petit rapport qui va vous apparaître à propos d'un objet, d'une comète qui, selon eux, en a une. Comment s'appelle cette signature technologique? Non. D'après ce que dit Avilo, ce nouveau météore, si cette nouvelle comète, aurait des chances d'avoir une signature technologique. Nous discuterons pourquoi, à quoi ils se réfèrent et ce qu'ils ont découvert. Nous en parlerons plus tard. Pour bien analyser tout cela et avoir le rapport complet. Salutations Eliseo, salutations à toute la communauté. Je demande toujours tous les commentaires, ils sont là chaque jour et je mets beaucoup de likes. Merci Eliseo. Énorme salut, super. MT dit aussi qu'aux États-Unis, beaucoup de gens sortent manger à midi au travail. C'est pour ça qu'ils appellent ça le déjeuner. D'accord. D'où vient le mot déjeuner? Voyons, les gens du Nord disent « Nous avons le petit déjeuner, on mange sucré. » Ils disent déjeuner. Voilà, regarde, voilà. Méphistophélès est comme il est, et ensuite on mange salé, on mange... Ça, on ne le saute pas, et tu ne le sautes pas non plus pour les autres. Il ne parle pas non plus du goûter. Bon, tu as raison, il a manqué le goûter, c'est vrai. Le goûter, c'est comme quelque chose que tu manges, quelque chose de léger, disons un fruit. Ça peut être un café avec du pain ou autre chose. C'est ce que je veux dire. Et là, chacun a ses propres noix, je ne sais pas, quelque chose, non? Et puis, il y a la... Il dit des tacos bien gras, mais non, pas de pastèque, c'est lourd, il dit. C'est vrai, non, ni ça non plus. Bon, maintenant, ça ne se fait plus, mais avant, oui, il y avait cette idée de l'avocat le soir. Non, maintenant, ils mettent de l'avocat à toute heure, ça n'a pas d'importance, mais on disait toujours ça. Genre, pas d'avocat le soir ou pas d'avocat avec du lait. En réalité, ils vont bien ensemble, c'est juste un peu plus lourd. Vous devriez essayer un jour. Hein? Ou préparez-vous de l'avocat avec du lait et un édulcorant que vous aimez. Saoul et toi, préparez un smoothie à l'avocat. Et si vous voyez, vous verriez à quel point c'est bon, c'est-à-dire que les Brésiliens ne mangent pas tellement l'avocat salé, pour eux c'est un fruit et ils se mangent sucré en smoothie, en glace, etc. Et au Mexique et dans d'autres parties du monde, aux États-Unis, l'avocat est salé, dans les salades, dans les sandwichs, dans les hamburgers. C'est-à-dire là-bas, l'avocat se mange avec du sel, en taquito, c'est-à-dire un taco ici au Mexique, ce serait une tortilla, tu mets de l'avocat, tu mets un peu de sel et tu peux le manger parfaitement, non. Et c'est délicieux. Mais là-bas, non. Alors moi, parce que j'ai vécu presque 1 an, j'ai vécu avec des Brésiliens, c'est-à-dire un couple, une Brésilienne, un Brésilien, on vivait dans un appartement, non. Donc non, environ 6 mois, pas autant, mais bon. Les amis, non, et ça nous intéressait, où il y avait un jour par semaine où je leur faisais à manger, et un jour par semaine où eux faisèrent à manger pour goûter des plats typiques du pays, n'est-ce pas? Alors, quand c'était au tour de faire du guacamole, ils ont adoré, mais ils ont trouvé ça très étrange, et ensuite je leur ai dit, eh bien, faites le smoothie, non? Faites la caipirinha, ils ont aussi fait de la caipirinha, et ainsi de suite. Alors, ce smoothie est vraiment lourd, même un petit smoothie comme ça. Tu veux couper la faim? Prends-toi un petit smoothie comme ça. Tout petit, c'est-à-dire un demi-avocat et un petit verre de lait, une tasse de lait et tu n'auras plus faim pendant une bonne partie de la journée. Non. C'est consistant mais c'est bon et ce n'est pas lourd dans le mauvais sens, c'est juste que ça cale, ça te rassasie. Il dit que c'est complètement faux, mon homonyme, quoi. L'histoire de l'avocat, le fait que ce soit lourd. Oui, c'est du pipeau, c'est juste pour faire le show. C'est ce que disaient les gens et la grand-mère, non? Je m'en souviens. Il dit merci, c'est excellent, salutations. Le 13 derrière, s'il y a du nouveau, on en parle. Je vérifie. Je n'ai pas vu cette partie. Voyons si on la regarde. Perla. Allemagne et service militaire obligatoire. Maintenant, les personnes de 1745 ans doivent demander la permission pour quitter le pays. Ouf, mauvais signe. Oui, Perla, salutations. Il dit tamales réchauffés avec avocat au lait. Je ne suis pas fan des tamales, mais ça devrait être de la cuisine gastronomique. Honnêtement, oui, ce que tu viens de dire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ce que tu viens de dire. De l'avocat, mais même sans avocat. Je veux dire, le tamal avec du lait. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va parfaitement ensemble. Ça va parfaitement ensemble. Voici ce que dit mon père de 91 ans. Il adore l'avocat sur du pain le soir, ce qui a amélioré sa santé.
C'est impressionnant, grâce à Internet. Oui, exactement, c'est le petit pain. Eh bien, c'est idéal. Ici, ils adorent ça. Non, lui. Celui-ci. Soudain, c'est devenu courant d'acheter de l'avocat et tout s'aligne. Ils mûrissent tous le jour de l'achat, comme s'il devait durer plusieurs jours. Et en un seul jour, ils sont tous mûrs et maintenant tu vas devoir manger de l'avocat, parce que sinon tu ne voulais pas non plus les perdre. Donc je leur propose, écoutez, je vous fais un sandwich à l'avocat. Évidemment, tout le monde dit oui, non? Et là, on a déjà diminué la quantité d'avocats mûrs. Il dit, nous on en mange beaucoup parce que dans ma ferme j'ai beaucoup de variétés d'avocats. Éliseo, franchement, c'est génial, non? Imagine, juste comme ça. En guacamole, en glace, en smoothie, comme vous voulez, non? Tac aux trompettes, trop de fierté, dit Luis. Comment vas-tu, Luis? Salutations. Il dit, mon homonyme, seules les boissons alcoolisées sont acceptées, dit José. José, Il dit que les Brésiliens l'utilisent à l'envers partout, et que pour eux, le ciel est rose. Bonjour Miguel, espérons que tout va bien. Merci pour ce pouce en l'air, aidez-nous avec ceci. Et tout à l'heure, nous continuerons à discuter avec toute la communauté. Un énorme salut, on se voit ce soir. De toute façon, les rapports vont continuer à apparaître. Suivez-nous sur Telegram, c'est là que nous envoyons les notifications. Un énorme salut. À bientôt.